Rebonsoir à tous. Merci à nouveau de votre présence. Et je pense que vous êtes tous, comme moi, émus et à la fois enchantés et bouleversés par le film. Et je voudrais à nouveau remercier et féliciter nos trois invités, à commencer par l'auteur de ce film, Yacine Redissi. Merci. On peut applaudir. Yacine Redissi, qui est donc journaliste, entre autres vies, qui a passé 7 ans de sa vie à travailler sur ce film. Il sera donc question de la jeunesse du film, de sa réception à Tunis et de beaucoup d'autres choses. À ses côtés, à sa droite, Slim Ben Ammar, qui est donc un des héros du film. La réincarnation d'Henri Tibi, qui, au terme de cette aventure, vient de sortir, il y a tout juste une semaine, un album intitulé Une grappe de jujube, un titre qui est inspiré des paroles d'une des chansons d'Henri Tibi, Je rêve. Et enfin, Mustapha Chelby, qu'on est très honoré, très heureux de recevoir. Mustapha Chelby, qui est donc un des personnages principaux du film et qui est surtout son grand témoin, parce qu'il a bien connu et Henri Tibi et la Goulette des années 60, cet âge d'or de la Goulette dont il est beaucoup question dans ce film. Je me permets de saluer Max et Hubert Journeau et Fatia Nagiage qui sont dans le film aussi. Il y a d'autres personnes qui auraient pu... Je ne regarde pas mes notes et j'ai failli oublier les frères Journeau, ce qui est un crime de lèse-majesté. Hubert et Max Journeau qui apparaissent dans le film. Et qui sont notamment les instigateurs et les auteurs de cet incroyable reportage à Villers, dans le petit village où vivait Henri Tibi à la fin de sa vie. Et donc on salue leur présence dans la salle. Yacine et Slim, ma première question va à vous deux. On comprend dans le film que si les chansons d'Henri Tibi vous ont touché quand vous les avez découvertes sur YouTube, comme c'est raconté, c'est parce que dans vos familles respectives, il y avait ce récit d'un âge d'or perdu. Alors, je crois que Slim, vous êtes gaulois, Yacine, est-ce que c'est donc voilà, c'était un récit aussi que vous avez dans votre famille par vos parents et vos grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel était ce récit? Qu'est-ce que vous saviez de cette histoire avant de commencer l'aventure et comment ça a résonné chez vous, comment ça a fait écho chez vous? Il m'a jeté la balle parce que je suis goulettois. Bon. Priorité à la goulette, je sais pas. Je viens de la Marsa. J'adore. Écoutez, moi j'étais bercé par ces paroles-là. Qu'autant d'avant, on vivait ça, on vivait ceci. Et à chaque plongeon, à chaque petite anecdote, petit après-midi qu'on passait entre familles, on avait droit à une histoire. Et donc j'étais bercé par ces paroles-là. Et tout de suite, quand j'ai écouté pour la première fois la chanson d'Henri sur YouTube, je me suis dit, cette chanson, c'est une partie de mon enfance, en fait. C'est des paroles que je connais. Et donc, ça m'a touché et c'est resté en mémoire. Le jour où Yacine m'a abordé pour me parler d'Henri, tout simplement. Il ne m'avait pas dit qu'il envisageait de faire un doc. C'est ensuite que c'est venu. Et je lui dis, fonce, je suis avec toi. Et voilà, ça a duré 7 ans et ça a donné cette aventure-là. Yacine, il y a un moment dans le film où vous dites que les récits sur cet âge d'or de la Goulette et cette Tunisie plurielle, si Henri Tibi ne les avait pas photographiés et chantés, vous auriez pu croire que c'était un mythe. Oui, parce que de notre génération, nous, on n'a pas vu ça concrètement dans la vraie vie. On connaît des films de fiction, enfin un film de fiction pour nous, c'est bien sûr Un été à la Goulette de Félix Bourdil, qui est dans le film d'ailleurs. Mais ça fait toujours quelque chose quand c'est de vraies images et de vraies personnes et de vrais récits. Parce que la fiction, on peut toujours se demander où commence la vérité et où elle se termine. Mais là, c'est des personnages qui sont réels, c'est des histoires qui ont existé. Donc effectivement, ces photos-là, quand je les ai trouvées, et ces musiques-là, elles m'ont frappé beaucoup plus que n'importe quel récit que j'avais pu voir au cinéma ou entendre de la part de mes parents, comme tu disais tout à l'heure. Bon, moi, c'est pas des récits de parents, en fait. Il se trouve que mon père avait des amis tunisiens de confession juive et j'ai passé les étés avec leurs enfants à l'hôtel L'Amilcar et tout. Et pour moi, c'était tout à fait normal de s'appeler Valentine et d'être tunisien. C'était Sonia Fellouz, qui est la réalisatrice du TGM au TGV. Et donc, ouais, peut-être c'est ça aussi qui est revenu. Et puis, l'histoire d'Henri a sonné en moi pour plusieurs raisons aussi, parce que c'est des chansons qui parlent de l'exil. Et il me semble que j'avais découvert la première chanson quand j'étais au Canada en 2011 ou 2012. Et
J'étais très très loin, il faisait très très froid et ça m'a réchauffé le cœur. Et je crois que n'importe quel candidat à l'exil, en écoutant les chansons d'Henri, il s'y retrouve et ça touche son cœur d'une manière très profonde. Et puis, étant un Tunisien et très engagé pour ma part, j'ai vu en cette histoire et dans les chansons d'Henri un message qu'il était nécessaire de diffuser plus largement. Et voilà. Mustapha Chelbi, vous êtes l'auteur de nombreux livres et notamment de Il était une fois la Goulette, qui est paru à Tunis et qui est un des éléments déclencheurs du film, puisque c'est en tombant sur ce livre que Yacine Redissi a eu l'idée le désir de faire ce film. Vous, cet âge d'or de la Goulette, vous l'avez connu, c'est là que vous avez connu Henri Tibi. Est-ce que vous pouvez nous décrire, même si le film le montre un peu, enfin on parle un peu, qu'est-ce que c'était que ces étés où on partait pour la Goulette et comment vous avez rencontré Henri Tibi, quel personnage il était à cette époque-là? Dès qu'on voit Henri Tibi, on est pris par la vérité de cet homme, comme je le dis souvent, à la fois solitaire et solidaire en même temps. Je voudrais tant, comme dit la chanson, qu'on se souvienne, je voudrais qu'Henri Tibi soit rapatrié à Tunis et qu'il ait un enterrement national. Je sais que j'ai des rêves impossibles, et si un rêve n'est pas impossible, ce n'est plus un rêve. Je tiens à féliciter Yacine et Slim parce que grâce à eux, l'alliance qui était rompue, elle s'est ressoudée. Et l'histoire juive, la mémoire juive de Tunis, elle ressuscite. En même temps qu'il réhabilite Henri Tibi, il réhabilite la culture juive tunisienne. Et on ne dira jamais assez de ce qu'ont fait les juifs tunisiens pour la civilisation tunisienne. La Tunisie... La Tunisie est musulmane, mais elle est juive aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Yacine, cette dimension engagée du film dont vous parliez, est-ce que vous en aviez conscience au moment de commencer le film? Parce qu'on a vu, ça a été une très longue quête et il y a eu des moments de découragement. Est-ce que c'est ça qui vous tenait à cœur et qui vous a permis de tenir? Vous saviez ce que vous faisiez en menant ce travail? Honnêtement, oui. Mais avec le temps, ça a pris une plus grande ampleur et surtout au vu du contexte dans lequel le film est sorti aujourd'hui. Mais oui, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert les chansons d'Henri, je vous dis, c'était en 2011-2012 sur YouTube. Et la Tunisie vivait tout le chamboulement post-révolutionnaire. Les islamistes venaient de prendre le pouvoir, etc. Et on essayait de nous faire croire que la Tunisie ne pouvait pas ou n'a pas été plurielle ou qu'on ne pouvait pas s'appeler Henri, être tunisien, aimer la Tunisie comme un Mohamed ou un Mahdi ou autre. Donc oui, pour moi, clairement, c'était une initiative engagée parce que, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là où j'ai découvert les chansons, j'ai vu un contraste entre ce que vivait la Tunisie à ce moment-là et ses chansons. Et même aujourd'hui, au moment où le film est sorti... il a dénoté pas mal avec l'actualité tunisienne, que ce soit la semaine même où il est sorti, où il a eu des propos polémiques envers les immigrés subsahariens en Tunisie qui ont engendré des actes très violents envers les subsahariens et même les Tunisiens noirs et qui nous ont rappelé des heures plutôt pas sympathiques de notre histoire et qui nous rappellent aussi qu'on est capable de faire des choses... pas très joli quand on choisit une minorité et qu'on l'accuse d'être la source de tous nos problèmes. Donc ça a pu être la même chose en 67 ou en février 2022 quand le président a tenu ces propos-là. Mais également aussi par rapport à l'actualité de l'attentat à Djerba, dont on a beaucoup parlé lors de la première au Balzac. Et oui, c'est clairement, je l'ai vu comme ça, comme quelque chose d'engagé qui allait à l'encontre d'une Tunisie qui n'est pas toujours
sur le bon chemin et il était bon de rappeler qu'une autre Tunisie a été possible il n'y a pas si longtemps. Vous évoquez l'attentat de la Griba, donc qui a coûté la vie à 5 personnes, à 2 pèlerins juifs, Aviel et Benjamin Haddad, à 3 membres des forces de sécurité tunisiennes, Khaireddine Lafi, Maher Arbi et Mohamed Abdelmajid Atig. On a évidemment une pensée pour les 5 victimes et pour leurs familles. Ici au musée, on a aussi une pensée particulière pour Cléo Cohen et Moshe Uzan, qui étaient ici même sur cette scène il y a quelques mois et qui étaient dans la synagogue de la Griba pendant l'attentat, donc qui ont vécu ces heures de terreur et d'effroi, et qui surtout ont vécu ce qui a suivi, puisque ce que vous évoquez, c'est pas uniquement l'attentat, ce qui a été très douloureux pour les Juifs tunisiens, c'est l'après, c'est-à-dire à la fois le déni, la négation du caractère antisémite de l'attaque, la négation de tout antisémitisme en Tunisie, et une campagne antisémite en fait dans certains médias et même dans les paroles publiques. Kais Saïed lui-même a dit « Pourquoi vous me parlez d'antisémitisme alors que des Palestiniens meurent tous les jours comme si les pèlerins juifs, Djerbia de la Griba, étaient responsables de la mort des Palestiniens ». Cet attentat donc a eu lieu alors que le film est encore en salle et qu'il a fait naître, il fait naître quand même un espoir chez tous les amoureux de la Tunisie, chez tous les Juifs amoureux de la Tunisie, ceux qui ne se résignent pas à la fin de la vie juive en Tunisie et qui œuvrent à sa renaissance. Et je voulais que vous nous racontiez comment vous avez vécu ce télescopage entre l'enthousiasme suscité par le film, parce que dans les salles, il rencontre un accueil formidable, et cet événement et ce qui nous rappelle. Clairement, il est à contre-courant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour 1000 raisons, et l'actualité était une raison supplémentaire. Il est à contre-courant parce que c'est un film qui parle du retour vers un pays que tout le monde veut fuir. Il est à contre-courant parce que c'est un film sur l'inclusion dans un pays qui peut avoir des dérives racistes ou antisémites ou autres. Il est à contre-courant parce que, justement, l'actualité dont on a parlé. Et effectivement, beaucoup de gens, en sortant des salles, après l'attentat de Djerba, beaucoup m'ont tagué dans des statuts, ont partagé pour exprimer un peu le contraste et la douleur de... la différence entre la Tunisie qu'il voyait dans le film et ces propos-là et la Tunisie qu'il voyait suite à l'attentat à Djerba, qui effectivement a été très 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 mal géré par les autorités tunisiennes. Moi j'en ai beaucoup parlé sur mon Facebook personnel en dehors du film parce que j'ai été très touché. Je pense que ce qui était plus douloureux, c'était plus la non-réponse et l'absence et le déni de l'État tunisien plus que l'attentat lui-même qui aurait... Bon, c'est triste, mais on espère que cette parenthèse un peu folle va finir un jour. C'est grâce à des initiatives comme la vôtre. Enfin, votre film, votre présence à tous les trois et le propos que vous portez rappelle évidemment que la Tunisie ne se résume pas ni aux terroristes, ni à Kais Saïed, ni à ceux qui nient l'antisémitisme. Et on vous remercie beaucoup de tout ce travail. Et Moustapha Chelbi, à vous trois, une question qui s'adresse à vous trois, c'est-à-dire vous êtes un défenseur inlassable de l'histoire de la culture et de la présence juive en Tunisie. On sait qu'il y a un souci particulier, c'est l'éducation, c'est-à-dire que c'est l'enseignement de cette histoire dans les programmes scolaires tunisiens qui fait défaut. Vous êtes Gouleto Aslim, Yacine, vous avez grandi avec des amis juifs. Mais qu'est-ce qu'un Tunisien de votre génération qui n'a pas eu les grands-parents que vous avez eus, connaît de cette histoire. Et est-ce que vous avez une idée? Slim, est-ce que... Non, j'ai un truc à raconter après ça, vas-y. Je reprends mon... Il y a des notes. Slim, est-ce que... Il n'y a pas d'équilibre, en fait. C'est ça qui manque. On va être honnête, il y a une minorité qui raconte et qui avoue la vérité. C'est le déni, je pense. C'est le déni de l'histoire. On a essayé de ramener un petit bout de vérité. Et j'espère je pense qu'il est bien partagé. Pas tellement. Moustapha Chelbi, vous avez des mots très forts dans le film à propos des émeutes de Tunis en 1967. Même si il
il y avait déjà eu des vagues de départ avant, mais ce que vous racontez, c'est que ça a été vraiment un tournant pour la présence juive en Tunisie. Est-ce que sur le moment où ces événements ont eu lieu, vous vous êtes rendu compte immédiatement que ça allait être le cas? Est-ce que vous avez senti dans les semaines qui suivaient les départs? Comment ça a été perçu à cette époque? On peut parler de génocide culturel qui a été fait bêtement, je dirais. C'est pas qu'on veut effacer la mémoire juive de Tunisie, mais maladroitement, certains mandarins, comme on dit, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans l'architecture, dans la céramique, où la communauté juive a joué un très grand rôle, où il y avait, n'est-ce pas, des leaders d'opinion, des gens qui ont construit pierre par pierre la Tunisie avec leurs frères musulmans. Et aujourd'hui, on les efface, on les oublie. Qui fait ça? Alors, je suis très content que Yacine, à travers ce film, et Slim, à travers ce film, il restitue la mémoire juive avec beaucoup d'émotion. Ils ne font pas un travail de sociologue ou d'historien. Ils font mieux que ça. Ils ramènent la mémoire juive avec l'émotion, avec un océan d'émotions. On pleure. Moi, c'est la énième fois que je vois le film et je pleure à chaque fois que je vois le film. Tellement il est chargé d'une émotion vraie. Ce n'est pas une émotion fabriquée, une émotion artificielle. Et pourtant, Yacine n'est pas goulettois. Il est de la Marseille. Ça n'est parfait. Mais il est plus goulettois que les goulettois. Il m'apprend des choses. Moi, ça fait 40 ans que j'écris sur l'histoire juive tunisienne. Et enfin, il a pris le flambeau. Alors, il me redonne l'espoir. Alors, je me dis que la Tunisie juive reviendra à Tunis, que les Juifs reviendront à Tunis malgré une minorité de racistes. Amen. Parce que c'est votre pays, la Tunisie. C'est le pays des Juifs aussi. Et alors, il y a un attentat, je sais que je ne suis pas mineur, mais on se bat pour reconquérir notre Tunisie à nous, qu'on soit juifs. Et d'une certaine façon, l'absence des Juifs a fabriqué la Tunisie totalitaire. On était ensemble, c'est pas genre Zama, une Tunisie multiculturelle, c'est tout. C'est pas des mots, c'est une vérité. On vivait ensemble, Lelo et Breitou et Ahmed et Tahar et Mustapha, on vivait ensemble. Et entre Sami Tayeb et Jules Tartour et moi, et Max et Hubert Journeau, c'est mes frères. On a vécu ensemble. Slim, vous avez été habité par la musique et par Henri Tibi pendant toutes ces années. Et donc ça se concrétise aujourd'hui de la même manière que pour Yacine, ça se concrétise par ce film. Mais c'est peut-être une page qui se tourne. Pour vous, c'est par cet album Grappe de Jujube qui est sorti il y a une semaine à Tunis et qui est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça représente, l'enregistrement de cet album et sa sortie au terme de toute cette aventure? On a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de passion à le faire. Voilà, et maintenant il est disponible, on en est fiers. Il est disponible un peu partout sur les plateformes, mais vous pouvez l'écouter, les amis. Vous pouvez kiffer avec nous. J'espère que vous aurez le même kiff que nous avons eu à le faire. J'ai essayé de regrouper des musiciens de talent qui ont tout de suite adhéré au projet. Et voilà, il y a des chansons qu'on a découvertes, qu'on a retravaillées musicalement. Moi, j'ai découvert des mots nouveaux. Oui, ce qui m'a le plus ému dans l'album, c'est quand vous reprenez Rabi Hay Tayeb, une chanson en judéo-arabe. C'est assez touchant de voir cette chanson. Ça, il a fallu demander l'aide de la bande d'amis. Hein, exactement, parce qu'il y a des choses qu'on exactement. ne comprenait pas du tout. Donc j'appelais Pierre ou les autres, je leur dis qu'est-ce que ça veut dire Bahit Rabbi Moussino? Heureusement qu'on avait le dictionnaire vivant avec nous. Ouais. C'est pas facile. Et donc il y avait en fait. Il y a un ami qui a écouté l'album récemment. Il m'a dit ce qui est bien, ce qui est fabuleux. Je répète ces mots. C'est que c'est l'ami, c'est pas moi. Je peux le faire. Ce qui est fabuleux, c'est que cet album raconte une histoire et des fois, il donne envie pour ceux qui n'ont pas vu le film de voir le film et vice versa. Donc c'est un re-kiff. Je voulais répondre sur l'éducation.
Vas-y, alors il y a Yacine, vous devez J'avais un revenir truc sur la je voulais question de rebondir l'éducation. sur l'éducation et tu parlais de 67 et tout ça. À travers ce film, j'ai vécu 2-3 choses dernièrement qui m'ont montré à quel point on a un vrai problème d'éducation par rapport à l'histoire de manière générale en Tunisie et par rapport à cette histoire en particulier. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques jours, à une projection au Balzac, un groupe de jeunes Tunisiens sont sortis, ils m'ont entouré, on a commencé à parler et tout. Ils ont commencé à me dire, c'est quoi l'histoire de 67 toujours hein. Il m'a dit, c'est la deuxième fois que j'ai vu le film, mais il s'est passé quoi, tu vois. Alors j'ai commencé à raconter toute l'histoire, les pays arabes, Israël, la guerre des 6 jours et tout. Ils disaient, ah bon? Et même 2 autres personnes qui travaillent avec moi à la maison d'hôtes que j'ai à la Marsa venaient tous à Dar el-Kif, je vous fais moins 20%. Je rigole, on est complet à l'année. Pour vous dire, elle s'appelle Dar el-Kif. C'est le temple du kiff. Et donc les 2 personnes qui travaillent avec moi, qui sont éduquées de la Marsa, bac plus 4 ou 5, elles ont fait hôtellerie et tout. On a commencé à parler du conflit, le fameux. Et la fille a sorti un truc, j'ai dit, bon, tu connais pas peut-être toute l'histoire hein. Elle m'a dit, vas-y, toi, si tu connais un peu plus, raconte-moi. Alors j'ai commencé à parler. Je suis remonté à très loin, tu vois, avant Moïse même. Et je suis arrivé en passant par la déclaration de Balfour et tout ça, et à la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment, j'ai parlé de la Shoah. Elle me dit, c'est quoi ça, la Shoah? Je lui dis la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, les camps d'extermination, 6 millions de juifs. Il me dit, ça c'est jamais arrivé, c'est quoi ça? Je sors Google, je lui montre les photos de gens en train de... Je veux pas voir, c'est pas vrai, ça c'est pas... Je dis, si. Je dis, mais Hitler, d'où tu le connais? Alors comment tu en as entendu? Je sais pas, je croyais que c'était un gars comme ça, un peu fou. Donc on a un vrai... Et ils étaient 2, hein. Oui, c'était des Marsaouis. Ils étaient 2, elle est de Kérédine même, c'est pire. Moi, et donc... De toute façon, j'étais passé par là pour un peu donner... Je leur ai dit, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Alors l'histoire, elle est complexe. Il s'est passé 1000 choses. Les erreurs sont multiples des 2 côtés. Tout. Bref, j'essaie de un peu temporiser parce que c'est dur aussi de rentrer... Et j'arrive à ce truc, je me dis, comment on peut ne pas connaître la Deuxième Guerre mondiale? Donc, pour vous dire à quel point il y a un manque d'éducation par rapport à l'histoire de manière générale et cette histoire en particulier. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Il faut trouver un moyen justement d'apporter ces histoires-là d'une manière... d'une manière qui peut être acceptée par ces personnes-là, tu vois, parce que si on rentre directement dans le cœur du sujet, qu'on va parler politique ou conflit ou guerre, tu n'auras pas l'attention de personnes jeunes ou autres, mais avec justement un film musical ou avec, je sais pas moi, chacun peut faire ce qu'il veut, des sketchs, des expositions, Il y a quelque chose de... Tu es le réalisateur. Hein? Je fais la musique, tu es le réalisateur. Bien sûr. Il y a quelque chose de très important, c'est, avant de passer la parole au public pour quelques questions, c'est le choix délibéré d'avoir fait tourner ce film en tunisien. C'est-à-dire que la voix off soit en tunisien, que les interviews avec Mustapha Chalbi Clairement, soient. sinon si j'allais faire pour vous, vous connaissez déjà cette histoire. Ça aurait été plus facile pour un festival pour toucher l'international d'avoir un film avec une voix off en français. L'interview de Mustapha Chalbi aurait pu avoir lieu en français. Et là, ce choix délibéré, c'est que vous adressez à la Tunisie et aux Tunisiens. Délibéré à 100%, même ma voix off. Moi, je parle pas exactement comme ça dans la vraie vie. Je parle moitié français, moitié tunisien. Mais je voulais que ce soit accessible d'abord aux Tunisiens de culture arabe, avant que ce soit accessible à ceux qui connaissent déjà cette histoire et qui sont déjà acquis à la cause, tu vois. Donc oui, clairement, il fallait que le film soit le plus tunisien possible, tout en étant multiple et qu'il ait toutes les facettes de ce que la Tunisie peut être, quoi. Bonsoir. C'était pas une question, je voulais vous remercier parce que le 9 mai, j'étais avec mon père à l'intérieur de la synagogue de la Riba quand la fusillade a éclaté et ça a brisé le chemin que j'essaye de faire depuis 20 ans de retour vers la Tunisie où je ne suis pas née. Et le fait de voir ce film ce soir, ça répare un petit peu ce qui a été cassé il y a 3 semaines. Donc, je vous remercie infiniment. Et ce soir, en rentrant chez moi, je vais réserver un billet d'avion pour Tunis pour le 9 mai, donc le 9 juin, un mois après l'attentat. J'irai le 9 juin à la synagogue de la Goulette pour Shabbat. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je renvoie tous les spectateurs à un très beau texte de Cléo Cohen, qui est donc
une jeune réalisatrice qui est l'auteur de la série Juive arabe, comment je me suis réconcilié avec mes identités, qui était dans la synagogue de la Ghaliba pendant l'attentat, qui a publié aujourd'hui dans la revue K, une revue en ligne, un texte qui s'appelle Sur l'île, et qui parle de l'attentat et de l'après, de ses séquelles. Une autre question? Merci, merci. C'est très beau. Merci bien sûr pour ce film magnifique que j'ai eu la chance d'avoir vu une première fois à l'Agora, à la Marsa à Tunis, et une deuxième fois ici. Mais je ne sais pas si on a assez raconté comment l'accueil magnifique que vous avez eu à Tunis, parce que pour moi je le sais parce que je vais souvent en Tunisie et qu'on ne parlait que de ce film, mais peut-être que même si vous voulez être modeste, vous pouvez nous parler de l'accueil de ce film en Tunisie, un accueil qui est surprenant. Quand on voit les vidéos de fin de séance, c'est incroyable. Il y a des salles en délire. Non, vraiment, c'est... Bon, la question m'a pas été posée, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'allais pas me ramener en mode ouais salut, j'ai un accueil à Tunis. Non, l'accueil est exceptionnel, vraiment, ça a touché beaucoup de monde. Les gens ont écrit des choses insoupçonnées. Il y a des gens qui ont rien posté sur leur Facebook depuis 10 ans, qui sont mis à écrire des tirades incroyables. Ça a réveillé des choses chez eux, ça a réveillé des histoires oubliées, des gens qui viennent nous raconter après les séances l'histoire de voisins qui étaient tunisiens juifs et qui... Bref, il y a plein de choses qui sont remontées. C'était comme si quelque chose qu'on avait refoulé pendant des années et puis ça remonte à la surface très vite. Donc l'accueil était incroyable. Il passe encore à Tunis. Après, quand on parle d'un succès en salle en Tunisie, c'est très relatif. Hein, attention. Hein. Un succès en salle en Tunisie, c'est 10 000 entrées. Hein, c'est pas la France. Donc non, c'est très beau, mais il y a très peu de gens qui vont au cinéma. Mais le film a eu un écho... très important, même ceux qui l'ont pas vu en ont entendu parler et ça crée une certaine dynamique, j'espère en tout cas, et je suis très très heureux quand j'entends des choses comme la jeune demoiselle qui a dit que ça avait réparé quelque chose en elle et qui me rappelle le propos d'une journaliste de Marianne que j'ai adorée, qui m'a envoyé un WhatsApp après avoir vu le film. Elle m'a dit: vous avez fait mieux qu'une mitzvah, vous avez fait une tikkun, je crois, un truc comme ça. Une réparation. Voilà, elle m'a dit: vous avez fait une réparation du monde. Le monde est un vase brisé et la mission de chacun, c'est de recoller les morceaux du vase. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc voilà. Donc, Marie Gozlan, elle s'appelle, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonsoir. Je voulais vous remercier beaucoup pour ce très beau documentaire. Moi, je ne connaissais pas du tout Henri Tibi. Je connaissais un petit peu une des personnes qu'on a vues sur les photos et dont les enfants sont là ce soir, qui ont réservé la moitié de la salle. J'ai été très touchée parce que, un peu comme la jeune fille, bon, j'étais pas à la Ghaliba, mais je pensais que l'exil, c'était quelque chose qui était pour nous en France. Je pensais que... en tant que fille de Tunisiens, de Juifs tunisiens qui étaient nés en France, on avait juste, comme tu dis, hérité d'une nostalgie d'un moment qu'on n'avait pas connu. Moi, je n'ai même pas hérité de l'arabe, ça ne m'a pas été transmis. Il y avait une espèce de... Ça a commencé par un oubli, en fait, par une amnésie dans la langue. Et de voir que c'est partagé par des Tunisiens en Tunisie, j'ai été hyper touchée. Et que des jeunes gens comme vous, enfin Yacine, je pense qu'on est de la même génération. Toi, Slim, t'es plus jeune. Que ça soit passé pendant la Révolution. Moi, j'étais au Caire pendant la Révolution. Que je vois qu'il y ait ça qui remonte. Vraiment, merci. Merci à toi, merci. Merci. Avant de chanter, tu me fais ça. Alors pour retrouver l'espoir et suscité par ce film et par les chansons, on va conclure avec les mots d'Henri Tibi lui-même, chantés par Slim Ben Ammar. C'est le mois de juin, prends-moi par la main, conduis-moi jusqu'à ce train.
ce petit train blanc qui va dans du nord, sous le soleil éclatant. Une fois installé, on peut contempler, tout en se laissant bercer, ce décor merveilleux avant d'arriver à la station rêvée. La goulette, à l'approche de l'été. Vous qui d'amour est en quête, venez vous y installer. Jolie fille, belle brunette, beau garçon, teint bronzé. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Petit short, les étricots bariolés. Tu transportes en toi fraîcheur et fierté. Qu'importe, si bien d'autres t'ont aimé. Tu m'as fait dans une risette à la goulette cet été. Tu m'as fait dans une risette à la goulette cet été. C'est le mois de juillet, j'attends sur le quai. Un bateau va déclencher la grande invasion des étudiants et des trous sautés. Yallah! Hey, les vacances, c'est fait pour se retrouver. Tu viens de France, de Florence, d'Amérique ou de Tanger. Quelle chance, ça va de nouveau dire. Hacienda, ça recommence. C'est à qui est amoureux. Hacienda, ça recommence. C'est à qui est amoureux. Café vert, où l'on vient se prélasser. Sur 2 chaises, sur 3 chaises, notre corps éparpillé. Café vert, oh douce soirée d'été. Avec la brise légère de jasmin accompagné. Avec la brise légère de jasmin accompagné. La goulette et son petit casino. Sa cuisine est proprette, sa terrasse au bord de l'eau. Et la lune, sa présence lui fait cadeau. Et les étoiles une à une clignent de l'œil au casino. Et les étoiles une à une clignent de l'œil au casino. La goulette, qu'on vient à la fin de l'été. C'est trop bête, oui c'est bête, il va falloir se quitter. Oh goulette, j'ai une dette, je pourrais jamais m'en acquitter. Bien que j'ai chanté rat-tu-tête, tes merveilles et ta beauté. Bien que j'ai chanté rat-tu-tête, tes merveilles et ta beauté. Merci les amis.